Épisode 5. Un mec dangereux. Précédemment, dans Les Disparus de Crystal Lake. Là, il était en train de nettoyer un long tuyau en plomb, et tout à coup, il a débarqué en furie, elle l'a pas vu, il est arrivé par derrière. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un accident. Vraiment, j'en étais convaincue. Enfin, je pense que j'avais besoin de me raconter ça. Il a levé son bras, il avait ce long tuyau dans les mains, et il l'a frappé en plein sur le crâne. Il l'a frappé tellement fort, elle s'est juste écroulée. Je me rappelle tous les détails, je me souviens même comment j'étais habillée. Il y avait du sang partout, je me suis mise à genoux à côté de sa tête, et il y avait tout ce sang, partout. Papa a dit qu'elle dormait. Et moi, j'étais là par terre à dire « Maman, debout. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Maman, debout, s'il te plaît. » Mais elle bougeait plus. Elle était là, étendue par terre, et elle bougeait plus. Je suis Matthew William Phelps, et vous écoutez Les Disparus de Crystal Lake. Ça fait des années que j'enquête sur ces histoires. Mais depuis quelques semaines, j'avance à pas de géant. Suzanne LaRossa a bien été assassinée. C'est une certitude maintenant. Tout est lié. J'en suis de plus en plus convaincu. Tous les jours, je découvre de nouveaux indices et à chaque fois, ces indices pointent vers le même homme, le mari de Suzanne, Bob LaRossa. Il y a son break, qui a disparu du jour au lendemain, le treillis qu'il portait tout le temps, son attirance pour les jeunes filles, les histoires de violence domestique avec sa femme Suzanne. Il faut que je me concentre sur lui. Il faut que j'en apprenne le plus possible sur sa vie, pour arriver à le cerner et à comprendre quel genre de type c'était. Je ne peux pas dire avec certitude qu'il est impliqué dans toutes les disparitions, mais je suis sûr que si je continue à creuser et que je m'intéresse un peu à sa famille, je vais découvrir encore d'autres secrets bien cachés. Bob avait 9 frères et sœurs. Son père s'appelait Nunzio Senior et sa mère Mémé. À ce qu'on raconte, la mère de Bob était incapable de gérer tous ses enfants. Des sources proches de la famille m'ont raconté que les LaRossa vivaient dans la crasse et qu'ils s'occupaient très mal de leurs enfants. Et c'est à cause de ça que, vers la fin des années 60, les services sociaux sont intervenus. Les 10 frères et sœurs LaRossa ont tous été placés dans des familles d'accueil ou envoyés dans des orphelinats. Mémé a fini par récupérer la garde de ses enfants après la mort de leur père, Nunzio Senior, en décembre 70. Ils habitaient sur Pine Street, juste à côté de Crystal Lake, pas loin de là où Ken et Patty Wendell ont acheté leur terrain. Ken et Patty, souvenez-vous, c'est le couple à qui j'ai parlé dans l'épisode 1, ceux qui ont découvert des choses étranges dans les puits qui se trouvent sur leur propriété. La famille LaRossa vivait dans une maison en dur, mais ils avaient aussi une caravane qui se trouvait dans leur jardin. Les enfants dormaient où ils pouvaient. Dès 1972, tous les enfants LaRossa étaient déjà partis de la maison familiale pour aller vivre ailleurs. Vous vous demandez sûrement pourquoi ils sont tous partis aussi vite. Eh bien, je suis pratiquement sûr qu'il y a un rapport avec ce qui est arrivé à la sœur de Bob LaRossa, l'année précédente, en 1971. Irène LaRossa. Tout le monde la surnommait Renée. C'était la 8e des enfants LaRossa. Elle avait des cheveux longs, noirs et bouclés. Elle était assez petite, à peine plus d'1,50 m. Tout le monde dit que c'était une gamine pleine de joie, toujours de bonne humeur. Ellington, c'est une toute petite ville, tout le monde se connaît. Donc vous ne serez pas surpris d'apprendre que, quand elle était ado, la meilleure amie d'Irène, c'était Anne Prentice. Anne, c'est l'une des sœurs de Suzanne, la fille dont on a retrouvé le corps dans les bois et qui était mariée avec Bob LaRossa. Irène, c'était ma meilleure copine. On prenait le bus ensemble tous les jours pour aller en cours. Il y en avait pour une demi-heure de trajet à peu près. Elle adorait chanter, moi aussi. Alors on se mettait dans le fond du bus et on chantait à tue-tête. Quand elle avait 17 ans, Irène a donné un concert à la salle des fêtes de Crystal Lake. Elle chantait aussi dans les bars et dans les fêtes de village. Tout le monde disait qu'elle était douée. Encore un peu naïve peut-être, mais ce n'était qu'une ado. Elle disait toujours que dès qu'elle aurait son bac, elle allait se barrer pour de bon et partir vivre en Californie, qu'elle allait trouver du boulot là-bas. Le plan, c'était que j'aille la rejoindre, une fois que j'aurais fini le lycée moi aussi. Et pourquoi elle était aussi pressée de partir ? Parce que c'était l'enfer chez elle.
Elle n'en pouvait plus. Avec tout ce qui se passait, toutes les deux, on était à bout. Il n'y avait pas moyen d'avoir une seconde de répit. Parce que ça se passait chez nous, chez nos parents. Un jour, elle m'a avoué qu'elle avait été violée. Je lui ai dit que moi aussi. C'est à partir de ce moment-là qu'on est vraiment devenus amis. Ça crée des liens, vous comprenez? Attendez, je comprends pas bien. Elle vous a dit qu'elle avait été violée, mais par qui? C'était son frère, Son frère, Nathan? Nunzio. Nathan, le frère d'Irène et de Bob LaRossa. Parfois, il se faisait appeler aussi Nunzio, ou Nunzio Junior. Elle n'en pouvait plus d'habiter sous le même toit que lui. Et moi, je vivais la même chose. C'était sa dernière année de lycée. Et puis un jour, Irène a disparu. Anne s'est très vite inquiétée. Elle est allée demander à ses frères s'ils savaient où elle était passée. Ils ont répondu qu'ils n'en savaient rien. Et au bout d'une semaine, Anne n'avait toujours pas de nouvelles. Son frère m'a dit qu'elle était partie, qu'elle s'était enfuie de la maison. J'étais jeune, j'avais que 13 ans. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, elle a craqué, elle pouvait plus attendre, elle est partie là-bas et elle va bientôt m'appeler pour que je la rejoigne. Donc j'ai attendu, mais j'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Anne est allée interroger tous les frères et sœurs d'Irène pour leur demander s'ils savaient ce qu'elle faisait et où elle était allée, mais sans résultat. Comme aucun des frères et sœurs ne lui répondait, en désespoir de cause, elle a fini par aller poser ses questions à Mémé LaRossa, la mère d'Irène. J'ai essayé de lui parler, lui demander où elle était passée. Mais tout ce qu'elle m'a répondu, c'est « ouais, elle s'est barrée ». Personne ne sait où elle est. Là, il y a quelque chose qui me dépasse. On a une gamine de 17 ans qui a disparu et sa mère prend ça presque à la rigolade. Elle ne va pas trouver la police, elle n'appelle pas les médias, elle ne demande même pas autour d'elle si quelqu'un l'a vue. En gros, elle n'a même pas essayé de la chercher, c'est ça? Non. D'après ce qu'on m'a raconté, de tous les enfants LaRossa, celui qui prenait le plus soin de ses frères et sœurs, c'était Bob. Je dois avouer que j'ai un peu de mal à le croire. Et Bob, il ne vous a jamais parlé d'Irène? Non, plus personne n'a jamais parlé d'elle. C'est comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Quand on essayait de leur poser des questions, ça leur plaisait pas. Des proches de gens qui ont disparu, j'en connais. Je suis allé aux 4 coins du pays pour interroger des personnes qui ont perdu un membre de leur famille. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Regardez la sœur de Janice Pocket, ou April, la sœur de Lisa White, ou même les sœurs de Susan LaRossa. Vous avez entendu leurs témoignages dans les épisodes précédents. Elles sont dévastées. Jamais de ma vie je n'ai rencontré quelqu'un dont la sœur a disparu et qui ne lève pas le petit doigt pour la retrouver. Ça cache quelque chose, j'en suis certain. Il y a un secret lié à la disparition d'Irène, et dont personne n'ose parler. J'ai besoin d'en savoir plus. J'ai posé quelques questions à mes contacts au sein de la police et dans la famille LaRossa, et j'ai appris qu'en 2016, 45 ans après qu'Irène a été vue pour la dernière fois, quelqu'un s'était rendu au commissariat pour faire une déposition et signaler en bonne et due forme sa disparition. Vous vous souvenez, dans l'épisode 1, je vous ai raconté que la police menait des recherches du côté de chez les Wendell et de Crystal Lake pour retrouver une fille qui avait disparu. Cette fille, c'était Irène LaRossa. Et si les policiers concentraient leurs efforts sur la propriété des Wendell, c'est parce qu'ils avaient reçu un témoignage anonyme qui disait qu'un corps était enterré là. Il faut que j'en apprenne davantage sur ce témoignage. Mais avant de m'y intéresser, j'ai commencé par retrouver la personne qui est allée déclarer la disparition d'Irène à la police. Good morning. Voici Tina LaRossa, la nièce d'Irène. C'est elle qui s'est rendue au commissariat en 2016 pour signaler la disparition de sa tante. Coup de chance, j'ai pu rentrer en contact avec Tina grâce à Mary Engelbrecht. Vous vous souvenez d'elle, c'est la sœur de Janice Pocket, une autre petite fille qui a disparu du jour au lendemain et que vous avez entendue dans l'épisode 1. Tina et Mary se sont rencontrées via Facebook et étant donné les traumatismes qu'elles ont en commun, elles sont vite devenues amies. Depuis que Tina est allée faire sa déposition, elle veut que l'affaire soit résolue et elle n'hésite pas à mettre la pression aux policiers quand elle trouve que l'enquête n'avance pas assez vite. Mais jusqu'à maintenant, elle n'a pas abouti à grand-chose. Aujourd'hui, Tina va sur ses 50 ans. Elle habite dans le Massachusetts. On sent tout de suite que c'est une femme déterminée et qu'elle a de la poigne. Elle mène une véritable croisade pour retrouver sa tante. Elle n'a pas peur de critiquer la police quand elle trouve qu'ils font mal leur travail.
Très active sur Facebook, elle y partage beaucoup d'informations sur son enquête. Donc il faut que je fasse attention en discutant avec Tina parce que je sais qu'elle a tendance à publier tout et n'importe quoi sur les réseaux, y compris des informations sensibles. C'est une femme qui souffre, parce que non seulement elle a perdu quelqu'un de sa famille, mais qu'en plus, elle n'a aucune idée de ce qui est arrivé. Je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec la manière dont elle fait les choses, mais c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les informations qu'elle a à m'apporter. Je n'ai trouvé aucun document relatif à la disparition d'Irene LaRossa dans les archives de la police. J'ai demandé à mes contacts, mais personne n'a l'air de savoir grand-chose sur cette histoire. Quand vous êtes allé voir la police pour faire votre déposition, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oh, pas grand-chose. Ils sont pas très loquaces, vous savez. Ça ne les intéressait pas? Non. En 1985, 14 ans après la disparition d'Irene LaRossa, un article est paru dans le Hartford Courant. Selon la journaliste, Irene avait quitté le domicile familial à l'âge de 15 ans, mais elle revenait chez elle de temps en temps. Apparemment, elle sortait avec un homme du nom de Bob, un professeur qui vivait dans la ville voisine et qui avait 9 ans de plus qu'elle. Et ce n'est pas fini. Certains de ses amis auraient dit à l'une de ses sœurs qu'Irene avait un enfant. Cette sœur n'a pas voulu répondre à mes questions, mais un de mes contacts dans la famille LaRossa m'a dit la même chose. Irene serait partie vivre dans le comté de Fairfield, à 1h30 de route de Vernon, où elle élèverait son fils. Cette histoire ne me paraît pas très crédible. J'ai essayé d'enquêter de mon côté, mais je n'ai trouvé aucune preuve. Et les forces de l'ordre ne sont au courant de rien non plus. Moi, je veux jeter la pierre à personne, mais il n'y a pas besoin d'être un génie pour se rendre compte qu'elle a disparu et qu'il y a quelque chose de louche. Mais les autres, non, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est « Ah oui, on a de ses nouvelles de temps en temps ». Il se pourrait bien qu'Irene soit toujours vivante après tout. En 1971, elle avait tout juste 17 ans. C'était à peine plus qu'une enfant. Si toutes les histoires comme quoi son frère Nathan l'aurait violée sont vraies, elle avait de très bonnes raisons de vouloir quitter la maison pour aller vivre toute seule. Je lisais un article l'autre jour à propos de ma tante Vicky, qui a disparu quand elle avait 17 ans. Et je peux vous dire que Mémé, elle a remué ciel et terre pour la retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait 17 ans, pareil. Et Mémé s'est donné toutes les peines du monde pour la retrouver. Et elle lui a passé un sacré savon quand elle est rentrée à la maison. En 1966, une des sœurs aînées d'Irene, Vicky LaRossa, a disparu. Et leur mère, Mémé, a sorti les grands moyens pour la retrouver. Elle a contacté les médias et elle s'est fait un sang d'encre jusqu'à ce qu'on la retrouve. Mais quand quelques années après ma tante Renée disparaît, là, rien? À en croire Tina, il n'y a eu ni article dans les journaux, ni battu en forêt. Personne n'a eu l'air de s'inquiéter de la disparition d'Irene. Tout le monde faisait comme si elle n'avait jamais existé. J'ai pu entrer en contact avec un autre frère d'Irene, Rudy, qui a été témoin de ce qui se passait dans la maison de LaRossa à ce moment-là. Rudy, c'est quelqu'un de franc, qui ne mâche pas ses mots. Il n'a pas l'air d'être le genre de type à tergiverser ou à se perdre en suppositions. Il dit les choses comme elles sont, et ça, c'est un truc que je respecte. Au début, quand Tina s'est mise à la recherche de sa tante, Rudy était réticent, mais il a fini par accepter de répondre à ses questions. Son témoignage va nous permettre d'en apprendre plus sur les secrets de la famille LaRossa. Rudy? Thank you, Rudy, for coming. Nice to meet you, man. J'ai dû le relancer plusieurs fois, mais finalement, Rudy a accepté de venir me rencontrer. Je l'observe discrètement en même temps que je déplie ma carte de Crystal Lake. Et je remarque tout de suite à quel point il ressemble à ses frères, Bob et Nathan. Il est juste un peu plus vieux, avec des cheveux un peu plus gris et un peu plus clairsemés, mais il a le même visage un peu bouffi que tous les hommes LaRossa. Ouais, c'est là qu'était la maison. Et par là-bas, il y avait le puits où on avait construit notre bunker. Plusieurs de mes sources m'ont parlé de ce bunker que Bob et Nathan LaRossa s'étaient construits au fond d'un vieux puits. On m'en a parlé comme d'un repère secret, bien caché et difficile d'accès. Bon, moi j'enquête sur des crimes toute la journée, donc dès que j'entends le mot bunker, forcément, je pense à toutes sortes de choses pas très reluisantes qui peuvent se passer à l'intérieur. C'est toujours dans ce genre d'endroit que les détraqués vont séquestrer leurs victimes pour les violer ou les torturer. Donc quand Rudy m'explique en détail à quoi l'endroit ressemblait, je tends l'oreille. Vous voyez le mur en ciment? Là, il y a un trou dedans et c'est par là qu'il fallait passer pour rentrer.
Ensuite, il fallait ramper jusque dans le fond. Et là, on tombait sur un genre de trappe qu'on avait construite nous-mêmes. C'était le seul moyen de rentrer ou de sortir. Ceux de ses frères et sœurs avec qui Rudy s'entendait le mieux, c'était Bob et Irène. Et d'après lui, Irène était la souffre-douleur de Mémé LaRossa, leur mère. Ma mère, elle l'a martyrisée complètement. Elle n'avait jamais le droit de s'amuser, elle devait faire toutes les corvées de la maison. En l'écoutant me parler de la relation entre Irène et Mémé, je commence à comprendre quelque chose d'important. La maison des LaRossa était construite sur une sorte de promontoire, et dans la salle à manger, il y avait une grande baie vitrée qui donnait sur le lac. Devant cette fenêtre, il y avait une table et une chaise, et c'est là que Mémé LaRossa passait l'essentiel de ses journées. C'était une femme obèse et acariâtre qui tyrannisait toute sa famille. À en croire Rudy, Mémé passait littéralement sa vie sur cette chaise, à crier sur tout le monde. Apparemment, elle avait un faible pour Nathan, et elle s'occupait toujours de lui en priorité. Imaginez-vous l'histoire de Cendrillon, sans les méchantes demi-sœurs, mais en gardant l'esclavage domestique. Et pour une raison inconnue, c'est Irène que Mémé avait choisie pour être sa Cendrillon, à qui elle faisait faire toutes les corvées. L'impression que j'ai, c'est que Mémé détestait cette gamine. Et donc, en 71, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé avec votre sœur? Elle est juste partie comme ça, un beau matin. Elle avait toujours dit que dès qu'elle aurait 18 ans, elle s'en irait d'ici. Parce qu'elle avait un projet en particulier ou juste parce qu'elle n'en pouvait plus d'habiter là? Non, tout ce qu'elle voulait, c'était se casser de cette baraque le plus vite possible. Comme nous tous d'ailleurs. On n'attendait qu'une chose, c'était d'être assez vieux pour pouvoir s'en aller. Ma mère, elle m'avait inscrit chez les Marines, et même ça, elle n'avait pas été foutue de le faire correctement. Elle avait mis le numéro de sécu de mon père sur les papiers, au lieu du mien. Donc votre mère, c'était... C'était une grosse mégère. Et tout ce qu'elle savait faire, c'était profiter des autres. Ouais, c'est comme ça qu'elle était. Elle vous maltraitait? Ouais, et pas qu'un peu. Quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, c'était l'enfer de vivre avec elle, cette grosse folle. Et avec Irène? Et horrible, comme d'hab. Elle lui faisait faire toutes les corvées. Dès qu'il y avait un truc chiant ou difficile à faire, c'était pour elle. Donc, si je comprends bien, vous pensez qu'elle en a juste eu marre et qu'elle est partie? Pour moi, elle a fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Elle a eu ses 18 ans et elle est partie de la maison. Vous pensez qu'elle est toujours en vie? J'espère, mais j'en ai pas la moindre idée. En parlant avec Rudy, je me suis souvenu qu'à un moment donné, tous les enfants LaRossa avaient été placés dans les familles d'accueil ou les orphelinats. On a été dans le même orphelinat pendant un temps quand j'avais 11 ans, ou juste avant. Et comment ça se fait? C'est parce que vos parents... J'en sais rien. D'accord, je comprends. Pour autant que je sache, quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis retrouvé direct dans une famille d'accueil. Dès la sortie de l'hôpital, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai des tas de souvenirs, mais assez vagues. Je suis allé de famille d'accueil en famille d'accueil. Je crois que j'en ai fait 3 en tout. Et après, j'ai été à l'orphelinat. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être sur un escalier avec mes 2 sœurs et qu'on pleurait tous les 3. Ce qu'on m'a dit, c'est que si les services sociaux avaient retiré à Mémé et Nunzio Senior la garde de leurs enfants, c'est parce qu'ils étaient incapables de s'en occuper. Et comment ça se fait que vous soyez retourné chez vous? J'en sais rien, non. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des gamins qui se faisaient maltraiter dans cet orphelinat, et ça, c'est un fait. Et Bob, il était dans ce même... Non, lui, il était avec Junior du côté de Deep River. Deep River, c'est au sud de Lincoln, à une bonne heure de route. Le fait que Bob et Nathan se soient retrouvés dans le même orphelinat, quand on regarde leur profil psychologique à tous les deux, ça me semble important. Eux aussi ont été victimes de maltraitance et peut-être même d'abus sexuels. À un moment, Rudy m'a semblé sur le point de confirmer l'impensable, mais il a préféré ne pas en parler. Mais j'ai beaucoup d'autres sources qui m'ont confirmé que cet orphelinat, c'était un endroit absolument abominable, où il se passait des choses extrêmement graves. Rappelez-vous, tout ça se passe dans les années 60. Récemment, j'ai aussi appris que Bob conduisait une vieille bagnole, un break Pontiac des années 50 tout déglingué. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il avait insonorisé l'intérieur pour pouvoir faire monter des filles avec lui et les agresser sans risquer qu'on l'entende. Ce break qu'il avait, ouais, je m'en rappelle, c'était une Pontiac. Les mêmes qui servaient d'ambulance dans les années 50. Mais il s'en occupait super mal. Il l'entretenait jamais. C'était une vraie poubelle sur roue, sa bagnole. Et il la prenait pour aller en ville? Ouais. Avant d'aller interroger Rudy,
J'ai entendu des rumeurs sur des choses terribles qui se seraient passées entre Bob, Nathan et Irène. Si quelqu'un peut m'aider à démêler le vrai du faux dans tout ça, c'est bien Rudy. Vous pensez qu'il a pu se passer quelque chose de bizarre entre Irène et Nathan? Ou entre Bob et Irène? Irène et Nathan, ouais, ça se peut. Mais Bob, je crois qu'il avait rien à voir avec ça. De toute manière, il était tout le temps en ville avec ses potes ou je sais pas trop qui. Rudy ne se souvient pas avec précision de ce que Bob faisait à ce moment-là, mais une fois, pendant leur adolescence, les deux frères se sont disputés. Bob s'est vite rendu compte que Rudy était plus coriace que ce qu'il croyait, et qu'il n'allait pas se laisser faire. Il lui a donc suffi d'une fois pour qu'il le laisse tranquille. Nathan, par contre, a continué de le martyriser. Rudy m'a raconté une histoire qui s'est passée alors qu'il était en voiture avec sa femme et Nathan. Je me rappelle plus pourquoi, mais on avait pris sa voiture. Et comme elle était dégueulasse parce qu'elle était restée garée sous l'arbre, il a fallu l'emmener au lavomatique. Et je me rappelle qu'il parlait avec ma femme. Et je suis sûr qu'il l'a draguée. Parce qu'il lui disait des trucs du genre que si elle voulait, il pouvait m'écraser avec la voiture. Et il plaisantait qu'à moitié. Donc ouais, il était un peu zinzin le Nathan. Il vous faisait peur? Bien sûr, il était flippant. Des fois, ma mère l'envoyait me taper quand je faisais pas ce qu'elle voulait. Et une fois, elle a envoyé mon frère Bob aussi, mais je lui ai réglé son compte. C'était quand j'avais 13 ou 14 ans. En tout cas, s'il est arrivé quelque chose à ma sœur, et j'espère que c'est pas le cas, hein, mais j'en sais rien. S'il lui est arrivé quelque chose, c'est plutôt Junior que je soupçonnerais, pas Bob. Quand Rudy dit Junior, c'est bien de Nathan qu'il parle. Une chose est sûre, si je veux trouver des réponses sur ce qui est arrivé à Irène LaRossa, et peut-être aussi aux autres disparus, ce serait peut-être une bonne idée de continuer à fouiller le passé de la famille LaRossa. Je retourne voir Tina LaRossa, la nièce d'Irène LaRossa, celle qui est allée signaler la disparition à la police 45 ans plus tard. Chez elle, Tina s'est fait un bureau sur la table du salon, et c'est là qu'elle entrepose tous les papiers qu'elle a pu récolter au fil du temps concernant les disparitions. Comme d'autres proches des disparus, Tina est devenue une sorte d'enquêteuse elle-même. Dans la conversation, elle mentionne un nom que je connais bien. Lisa White. Il y a pas mal de détails qui montrent qu'il pourrait y avoir un rapport avec ce qui lui est arrivé. Il était un peu obsédé par elle. Nathan, je veux dire. Ils ont déménagé dans une maison sur Pine Street, à Ellington, mais avant, ils étaient à Vernon. Ils habitaient vers Reagan Road, juste à côté de chez Lisa White. Ils étaient pratiquement voisins. Lisa White, c'est la gamine de 13 ans qui a disparu en 1974, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à une amie. On pense qu'elle faisait du stop, mais on n'en est pas sûr. Elle habitait à Reagan Road, c'est vrai. Et le fait qu'elle ait été la voisine de Nathan LaRossa pendant un temps, c'est trop gros pour être une coïncidence. Nathan était toujours à rôder autour de chez elle. Il regardait les enfants qui jouaient, Lisa et sa sœur April. C'était super malsain. Ma tante Debbie m'a raconté qu'une fois, Lisa était venue chez eux parce que son chien s'était fait renverser par une voiture, et c'est elle qui l'avait trouvé. Donc elle était venue ramener la pauvre bête. D'après Tina, l'obsession de Nathan pour Lisa s'est décuplée après ce jour-là. Après ça, il n'arrêtait pas de la suivre partout. Il la regardait tout le temps. Avec le temps, Nathan est devenu obèse. Il ne prenait pas soin de lui. Il se lavait rarement. C'était aussi un pédophile notoire. Il a passé 3 ans en prison de 1976 à 1979 pour abus sexuels sur les petits garçons. En 1980, il est parti vivre en Floride pour s'occuper de ses parents. Il n'est revenu dans la région qu'en 1995, et à ce moment-là, il a emménagé avec son frère, Bob LaRossa. Il est mort en maison de retraite, 3 ans plus tard. Dès que j'ai rencontré Tina, j'ai tout de suite su qu'elle allait pouvoir me donner une tonne d'informations, qui m'aideraient à répondre à toutes les questions que je me pose sur la famille LaRossa. Mais je crois que je ne me rendais pas compte à quel point elle était bien renseignée. Ça fait des années qu'elle interroge des membres de la famille, et qu'elle contacte des connaissances qui sont liées, de près ou de loin, à toutes ces affaires. En 2015, quand Bob était encore en vie, elle a annoncé sur Facebook qu'elle avait l'intention d'aller au commissariat
pour qu'une enquête sur la disparition d'Irène soit lancée. Peu de temps après, elle a reçu un message privé qui provenait du compte Facebook de Bob LaRosa. Il y avait ce message-là, pour commencer, que j'ai reçu le 11 août 2015. Vous prétendez qu'aucune déposition n'a été faite, mais je fais partie de ceux qui se sont rendus au commissariat pour signaler la disparition d'Irène LaRosa. Je suis donc au regret de vous dire que vos allégations sont mensongères. Je vous écoute lire ces messages et je me dis que peut-être que Bob n'était pas aussi stupide qu'on le dit, vu le vocabulaire que... Je ne pense pas que ce soit Bob qui ait écrit ça. C'est sa tête sur la photo de profil, mais... Mais je me disais la même chose. Ce n'est pas Bob. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il était un peu dyslexique, comme tous les LaRosa. Donc, Bob, ou comme Tina le suspecte, quelqu'un qui se faisait passer pour lui, était encore en train d'essayer de détourner l'attention d'Irène LaRosa, alors même que cette affaire remontait déjà à plusieurs décennies. Je me demande bien ce qui pouvait le pousser à faire ça. Et en plus, j'ai eu beau chercher partout, je suis formel. Il n'y a jamais eu de déposition au commissariat pour signaler la disparition d'Irène LaRosa. Tina a toujours su que sa famille avait des squelettes plein ses placards. Mais c'est seulement récemment qu'elle a commencé à faire le lien avec la disparition d'Irène. À force de recouper les pistes, elle a fini par comprendre qu'il y avait un vieil ami de la famille qui avait probablement joué un rôle essentiel à l'époque. Et comme par hasard, après presque 50 ans, l'ami en question a commencé à vouloir sortir du silence et à témoigner. Tina m'a raconté une histoire douloureuse qu'un proche de cette personne lui a rapportée. Et donc elle me dit, oui, Bobby c'était un mec dangereux. Et là, elle me raconte que quand ils étaient plus jeunes, lui et cet autre type dont je vous parle, ils avaient embarqué de force dans leur voiture une fille qui avait eu le malheur de passer par là. Puis ils s'étaient amusés avec elle pendant un moment avant de la balancer sur un trottoir. Tina a signalé cet incident à la police. Elle a aussi fait ses recherches en interrogeant d'autres membres de la famille qui ont confirmé l'anecdote. Elle a découvert que non seulement Bob et cette autre personne avaient commis une agression sexuelle, mais qu'en plus, la pauvre avait fini par mourir de ses blessures, que c'était donc aussi un meurtre. L'autre homme qui était présent, ce fameux ami qui a été en contact avec Tina, je connais son nom. Mais je ne vais pas le donner tout de suite parce que, tant que personne n'a de preuves, il a droit à sa vie privée. C'est pour ça que, jusqu'à ce que je le contacte, je l'appellerai le témoin. Bob et le témoin étaient les meilleurs amis du monde. Ils se connaissaient depuis l'école primaire, ils ont même été beaux-frères pendant un moment. Tina m'a dit qu'elle avait décidé de le contacter en 2018 parce que plusieurs années après avoir été au commissariat pour la première fois, elle constatait que la police n'avait toujours rien fait. Donc j'ai décidé de l'appeler et de jouer les demoiselles en détresse. Et ma tante, et elle me manque, et j'arrive pas à croire que personne fasse rien. Et lui, il me dit « Je l'adorais, votre tante. C'était quelqu'un de super, René. On est même sortis ensemble à une époque. » Ok, bon. Tina et le témoin se sont parlé à 4 reprises. La plupart du temps, pendant ces appels téléphoniques, ils parlaient surtout d'Irène LaRosa, de qui elle était, de pourquoi elle avait disparu et de leur relation avec elle. Mais au fur et à mesure qu'ils discutaient, Tina a commencé à comprendre que cet homme-là détenait des informations cruciales. Elle en a assez entendu pour pouvoir dire que le témoin est loin d'avoir les mains propres dans toutes ces affaires. D'après Tina, le témoin est convaincu que c'est Nathan qui a tué Irène LaRosa, sa propre sœur. Il ne faut pas oublier néanmoins que, quand Nathan a été condamné par la justice, c'était pour avoir agressé des petits garçons. Par contre, rien n'empêche qu'il ait développé une attirance pour les filles aussi. Surtout que dans cette histoire, il est également question d'inceste. Je pense que le genre de la victime n'a pas d'importance dans ce cas. Il y a beaucoup d'autres choses en jeu, le pouvoir, la colère, la jalousie, le contrôle. Toujours selon Tina, le témoin a ensuite commencé à parler des puits qui sont à côté de Crystal Lake. Il a même mentionné qu'il pourrait y avoir des cadavres enterrés dedans. Quand elle a entendu ça, Tina a tout de suite prévenu la police, dans l'espoir qu'il fasse quelque chose. C'est pour cette raison que la dernière fois qu'elle a parlé avec le témoin, son téléphone était sur écoute, et l'appel a été enregistré par les forces de l'ordre. C'est après ce coup de fil, qui a eu lieu en 2019, que la police est allée inspecter les puits qui sont sur la propriété des Wendell.
C'en est trop pour moi, je peux pas gérer toute seule. Il faudrait qu'il vous parle à vous, qu'il vous redise ce qu'il m'a dit sur où elles sont, tout ça. Mais attendez, qui ? Les gamines, celles qui ont disparu. En tout cas, il a dit que si jamais c'était Nathan qui avait fait le coup, il savait peut-être où trouver les corps. Que c'était sûrement pas loin du bunker. Vous avez bien entendu, Tina a dit « les gamines » au pluriel. D'après ce que dit le témoin, il se pourrait bien que les cadavres de plusieurs des autres disparus soient enterrés quelque part au fond d'un puits, soit sur la propriété des Wendell, soit vers l'ancienne maison de la Rosa. Alors qu'on discute avec Tina, Mo La Rosa passe lui rendre visite. Vous vous souvenez de Mo ? C'est le plus jeune fils de Bob et de Susan La Rosa. Donc, c'est le cousin de Tina. Il est en train de s'asseoir quand Tina me révèle quelque chose d'important à propos d'un puits qui se trouve chez les Wendell. Désolée, j'étais en train de l'expliquer ce que m'a dit. Le dernier coup de fil, quand les flics nous écoutaient, il m'a parlé d'un puits avec un toit vert. Il y a une douzaine de puits sur le terrain que Ken et Patty Wendell ont acheté. Mais il n'y en a qu'un seul qui a un toit vert. Quand la police est venue faire des fouilles chez eux, ils n'ont pas inspecté la zone où ils se trouvent. Oui, on nous a dit que les cadavres des gamines étaient cachés dans le puits, avec le toit vert. Oui, et il m'a même expliqué comment faire pour ouvrir le puits et aller chercher à l'intérieur. Et tout ça, les flics, ils l'ont enregistré. À l'époque, quand la police est venue faire des fouilles sur son terrain, Ken Wendell avait déjà inspecté ce puits avec le toit vert. Il avait même utilisé une caméra étanche pour pouvoir regarder partout, mais il n'avait rien trouvé. Ça fait plus de 20 ans que j'enquête sur des affaires criminelles, donc on me la fait plus. Et j'ai bien peur que tout ça ne soit qu'une diversion. Comme si le témoin essayait de nous envoyer sur une fausse piste. Mais tout de même, c'est étrange, ça fait des décennies que toutes ces affaires ont eu lieu, alors pourquoi parler maintenant ? Mais on y est allé dans ce coin-là. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on a fait le mémorial dans l'arbre, avec les fleurs. Tu te rappelles ? Au moins, j'ai trouvé l'explication du mystérieux mémorial que Ken Wendell a retrouvé chez lui. On en parlait dans l'épisode 1, si vous vous en souvenez. Comme Tina et Mo pensent que leur tante est enterrée là-bas, ils sont allés mettre des fleurs pour lui rendre hommage. En tout cas, moi, je trouve ça difficile de croire que Bob n'était pas impliqué dans tout ça. L'autre, c'était son meilleur pote et il sait où sont cachés les cadavres. Ça veut forcément dire que Bob savait aussi. Avec toutes ces nouvelles informations que Mo et Tina m'ont données, je suis encore plus sûr de mon coup. Tout est lié, tout converge vers Bob La Rosa. Ça paraît facile, dit comme ça, mais c'est le résultat de 11 années de travail acharné. J'en ai suivi les fausses pistes. Et je me suis retrouvé dans l'impasse tellement de fois. J'ai étudié tous les suspects potentiels moi-même. La police est allée en interroger certains. Mais rien de tout ça n'a permis de retrouver le ou les coupables. Alors quand Tina m'a parlé du témoin, tout ce que j'ai appris pendant l'année écoulée a commencé à faire sens. Je ne suis pas sûr à 100% que Bob et Nathan La Rosa soient impliqués dans toutes les affaires. Mais en tout cas, c'est une piste solide. Et je dois continuer de creuser dans cette direction. Bob est mort. Nathan aussi. Il ne reste plus que le témoin qui soit en vie. Il faut que j'arrive à le contacter. Mais ça se fera selon mes conditions, pas les siennes. Dans le prochain épisode des Disparus de Crystal Lake. Ils ont trouvé un genre de bâche en plastique en dessous. Je le vois qui sort de la douche, complètement à poil, et il me sort « Tu veux prendre un peu de bon temps ? Allez, viens avec moi dans la chambre. » Et vous aviez quel âge à l'époque ? 13 ans. Un soir où on s'est disputé, où il était très en colère, il m'a dit « Fais gaffe à toi ou tu vas finir comme ta sœur. » Oh mon Dieu, j'espère que cet endroit, c'est pas un genre de fosse commune. Vous savez quoi ? J'ai bien peur que si. C'était le 5e épisode des Disparus de Crystal Lake, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Philippe Mema, Léonie Pinjot, Blanche Leleu, Sylvain Sounier et Pierre-Michel Dudon.